demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Si vous nous rejoignez sur Télé 7, voici les grands titres de l'actualité de ce mardi. 2 jours après la suspension des pourparlers de Kampala, le gouvernement congolais recadre les choses. L'échec de ce dernier round était prévisible vu l'attitude des délégués du M23. Au cours du point de presse qu'il a animé à ce sujet ce mardi, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende exclut toute éventualité pour le gouvernement de céder aux pressions quelles qu'elles soient. Ce serait naguer la Constitution, a-t-il précisé. C'est confirmé, Joseph Kabila sera ce mercredi au Palais du Peuple où il va s'adresser à la nation à travers le Congrès. Ce discours très attendu du président de la République devrait donner de nouvelles orientations sur la bonne marche du pays. Vous suivrez également dans ce journal les avis des politiques sur la formation d'un gouvernement consensuel, l'une des grandes recommandations des concertations nationales. Enfin, le pont Bassoko dans la commune de Bandalungu a été rouvert à la circulation ce mardi après 86 jours de travaux. Voilà tout pour le sommaire et bonsoir à tous. Le gouvernement congolais ne peut en aucun cas narguer la Constitution de la République, moins encore violer le droit international en accordant une amnistie inconditionnelle et générale à tous les rebelles. C'est là la déclaration du porte-parole du gouvernement lors du point de presse tenu ce mardi pour recadrer les choses après la suspension des négociations entre le gouvernement congolais et les mutins du M23 dimanche dernier dans la capitale ougandaise. En réunissant la presse, Lambert Mende a voulu éclairer l'opinion sur les vraies raisons de ce nouvel échec. Owawa et Jean Lumossi. 48 heures seulement après la suspension des travaux de Kampala, Lambert Mende passe à la défensive. Le ministre des Médias attend par cette communication éclairer l'opinion sur le point d'achoppement à la base de l'impasse actuelle à Kampala. 2 sujets divisent les 2 parties, reconnaît le porte-parole du gouvernement. Il s'agit de l'amnistie et de l'intégration des rebelles au sein des FARDC. Le gouvernement accuse la rébellion d'enrôler les enfants dans ses rangs, une attitude que Kinshasa ne peut tolérer puisqu'elle va à l'encontre des prescrits du droit international et de la constitution de la RDC, précise le ministre. Des points de vue qui tiennent compte de la souveraineté de la République démocratique du Congo, du respect de la constitution et des lois de la RDC et du respect par la RDC du droit international, nous sommes prêts à les conclure. Lorsque nous décidons qu'on ne peut pas accepter dans l'armée des gens qui ont été dans plus d'une mutinerie, ce sont les lois congolaises. C'est la constitution congolaise qui exige de la loyauté de la part des militaires. Ce n'est pas le gouvernement qui légifère. Lambert Mende déplore aussi l'attitude du M23 et son parrain rwandais qui ne sont pas visiblement disposés à faire la paix. En revanche, la RDC salue l'implication de la communauté internationale dans ces dossiers et souhaite que ce partenaire puisse faire davantage de pression sur Kigali pour un dénouement de cette crise qui ne fait que trop durer avec des conséquences néfastes. Les négociations sont suspendues mais pas arrêtées, rassure le ministre. Le gouvernement s'est dit disposé à reprendre le dialogue si les M23 acceptent de revenir à la raison. Gouvernement et M23 à Kampala, c'est le je t'aime, moi non plus. Les négociations sont suspendues. Seule l'option militaire paraît ultime contre les velléités bellicistes du mouvement du 23 mars 2009. Et cette impasse est analysée dans ce commentaire de la rédaction rendu par Paul Félicien Nangana.
Le blocage constaté le week-end dernier à Kampala entre le M23 et Kinshasa augure de mauvais jours dans la crise qui ronge en permanence la partie est de la RD Congo. Kampala se révèle finalement une utopie. Selon les échos à provenance de Kampala, Kinshasa s'est montré inflexible sur les questions de l'amnistie, de l'intégration des militaires de M23 dans les forces armées de la RD Congo. Bien avant de quitter la capitale ougandaise, le chef de la délégation congolaise Raymond Chimonda a fait remarquer que l'accord recherché doit conduire à une paix durable et préserver les intérêts de la nation congolaise. La quête de la paix doit être un effort permanent et soutenu, soutient-on du côté de Kinshasa. Le gouvernement n'est pas prêt à signer un accord à tout prix. Le M23 fait étendre le même son de cloche au point qu'à l'heure actuelle, les négociations se sont finalement butées à une impasse. Devant cette impasse, la facilitation a choisi de suspendre les pourparlers jusqu'à nouvel ordre, indique une dépêche de l'AFP. Interrogé sur l'arrêt de ces discussions, Lambert Mende Omalanga a évoqué un désaccord sur l'étendue de l'amnistie à accorder aux rebelles ainsi que sur leur intégration au CDFRDC. Doit-on déjà parler d'un divorce consommé entre les deux parties? Difficile à dire pour l'instant, car quelques experts restent encore sur place à Kampala, naturellement dans l'attente des nouvelles consignes de leur hiérarchie. C'est donc parti pour les nouvelles négociations en coulisses pour vider éventuellement les profondeurs divergences qui plongent ces négociations. Pendant ces temps, sur le terrain, le M23, appuyé par son parrain de tout le temps, à l'occurrence Kigali, renforce ses positions militaires. Dans le même temps, il multiplie des restrictions sur le terrain sous son contrôle. Tout récemment, il a interdit d'accès aux troupes de la MONUSCO et de la Brigade spéciale des Nations Unies sur ces territoires. En arguant ainsi toute la communauté internationale, le M23 doit avoir eu des assurances quelque part. La constitution de la RD Congo et toutes les lois et conventions internationales lui reconnaissent le droit de défendre sa souveraineté ainsi que l'intégrité de son territoire. Réagissant à la question de la mise en œuvre du mandat de la brigade d'intervention de la MONUSCO, Lambert Mende a révélé la détermination du gouvernement congolais à poursuivre sa coopération avec la mission onusienne jusqu'à la pacification totale de la RDC. Néanmoins, il demande à la MONUSCO d'accélérer le processus. Lambert Mende, des propos recueillis par José Junior Owawa et Jean Lumossi. Nous appelons le système des Nations Unies, dont certains officiels diffusent des messages plus ou moins bizarre, contradictoire avec la résolution 2098, à cesser cela, à s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et dans la mise en œuvre de la résolution 2098. Nous n'avons pas de plainte particulière envers nos partenaires de la MONUSCO sur terrain qui font ce qu'on leur demande de faire à partir de ceux qui les commandent. Plus que quelques heures et le chef de l'État, Joseph Kabila, tiendra son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès et annoncera éventuellement les mesures promises aux concertateurs au Palais du Peuple, lieu de l'événement. Rien ne semble indiquer la tenue de la rencontre de tous les enjeux. On note néanmoins le mouvement des participants qui s'y rendent pour retirer les invitations et tous espèrent en cette adresse du chef de l'État pour changer les choses. Mariam Boya, Serge Koueté et Blanchard Kandolo. À quelques heures de l'adresse du chef de l'État, le Palais du Peuple affiche l'ambiance habituelle. Le couloir sont pris d'assaut par ceux qui vont retirer leur carton d'invitation. Tous disent placer leur espoir dans cette communication qui devrait changer la marche du pays. Le chef de l'État ne pourra pas ne pas tenir compte de ces recommandations. Il avait dit, dès que les concertations seront finies, on lui remettra les conclusions, et bien maintenant il va s'adresser à la nation. Croyez-moi que c'est un homme de parole, et bien il ira dans le sens de recommandations. Dans le hall, on peut apercevoir des groupuscules de personnes, dont les journalistes qui sont à la recherche de la dernière nouvelle. Le Palais du Peuple vit et attend fiévreusement Joseph Kabila, qui doit, comme il l'avait promis, rencontrer les préoccupations des concertateurs. Et il faut dire que cette attente des mesures importantes crée de l'émoi dans l'opinion. À la question de savoir les priorités que Joseph Kabila doit prendre en compte pour la bonne marche du pays, les Kinois interrogés à ce sujet sont unanimes. Le social est et demeure la priorité des priorités. Ils sont au micro de Rosa Wazi et Jean Lumossi. Les soucis, n'est-ce pas, de créer des emplois pour les jeunes. Voilà.
Ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est parmi les priorités. Et les restes, est bon. Le peuple congolais aimerait mieux être à l'aise. Il y a vraiment la famine qui emmerde les gens. Hein. Il y a des gens qui opèrent, soi-disant, de policiers, mais ils ne sont pas des vrais policiers. Donc il faut vraiment qu'il y ait de l'ordre. Hein. Redéfinir les conditions sociales des Congolais. Et nous sommes en train de voir les infrastructures qui sont en train d'être faites plutôt. Mais les sociales des Congolais est resté les mêmes. D'abord, c'est le bien-être social. Il faut voir d'abord le salaire des gens, voir le logement. Hein. Bon, c'est là qu'ils étudient. Hein. Voir lorsqu'ils vont terminer les études, qu'ils puissent avoir du travail. De l'émoi, ce n'est pas seulement dans l'opinion. Dans tous les états-majors, l'on s'interroge sur des éventuelles mesures qu'annoncera le président de la République. Le discours du chef de l'État devra s'inscrire dans la droite ligne des objectifs des concertations nationales. Oscar Bakandoa revient sur les recommandations principales de ces assises dans ce commentaire. Jamais une déclaration n'a été aussi attendue avec vigueur en République démocratique du Congo, du moins pour cette année. Cela peut se comprendre, surtout lorsqu'il s'agit de l'annonce des mesures importantes augurant à coup sûr une ouverture politique aux dépens de l'orthodoxie démocratique. Il y a de quoi à troubler des nuits et agiter les passions. Les délégués aux concertations nationales avaient proposé un catalogue de bonnes intentions, prônant une meilleure gouvernance et un renforcement du rôle de l'État en République démocratique du Congo. Ces préconisations sont allées de l'installation d'une commission nationale des droits de l'homme et de la libération de quelques prisonniers politiques à la promotion des classes moyennes en passant par le rapatriement de la dépouille de Joseph Mobutu et la gestion consensuelle de la chose publique. Nombre de ces recommandations prônent un simple respect des lois et de la constitution existante ou des mesures déjà planifiées comme la mise en œuvre d'un recensement national ou d'autres longtemps retardées comme l'organisation des élections municipales, provinciales et sénatoriales. Alors que des pans entiers de la moitié est du pays restent sous la coupe des groupes armés, le théâtre de combat entre troupes régulières et milices, les délégués ont réaffirmé la nécessité d'une armée et d'une police véritablement républicaines, échappant à l'emprise d'intérêts catégoriels, ethniques ou financiers. Les délégués aux concertations nationales ont également préconisé l'érection dans les principales villes du pays des monuments à la mémoire des millions de victimes de 2 guerres en République démocratique du Congo. Il appartient désormais au président de la République, dans un discours devant le Parlement réuni en congrès, d'annoncer urbi et orbi des mesures importantes promises lors de la clôture des assises des concertations nationales. Et dans le lot des mesures importantes que le chef de l'État doit annoncer dans les heures qui suivent au Congrès, pourrait figurer la formation du gouvernement de large ouverture. En tout cas, c'est ce que se dit et suscite beaucoup de commentaires. Pour plusieurs analystes politiques, la démocratie consensuelle reste la seule forme de gouvernance qui favorise la cohésion nationale. Je vous propose de les suivre dans ce dossier de la rédaction rendue par Paul Félicien Nangana. Annoncé plusieurs fois depuis la fin des concertations nationales, le congrès tant attendu devrait, sauf changement de dernière minute, se tenir ce mercredi ici à Kinshasa. Kabila s'adressera au peuple certes, dans les états-majors politiques et même dans l'opinion publique. Une chose est sûre, le chef de l'État accepte d'offrir la gestion du pays à l'opposition ainsi qu'à la société civile. C'est ce que les uns et les autres désignent par le terme démocratie consensuelle. Du côté de l'opposition, du moins celles qui ont adhéré à cette thèse, c'est le prix à payer pour raffermir l'unité du pays et consolider la cohésion nationale. La démocratie consensuelle est la résultante d'une expérience sociopolitique que nous venons de vivre dans notre pays et qui fait que nous sommes aujourd'hui victimes d'un déficit de cohésion nationale. La mauvaise organisation des élections qui en est la base. La majorité, l'opposition, la société civile, de façon à ce qu'on mette en exergue, en valeur, non seulement les résultats électoraux, mais le fait
d'appartenir à une même nation, le fait d'avoir les mêmes obligations, les mêmes devoirs face à cette nation, de façon à ce que le peuple se retrouve. La réforme des institutions actuelles devrait être considérée comme une priorité des priorités pour améliorer la gouvernance et donner au pays la chance de redéfinir sa marche vers le développement. C'est une démocratie qui n'est pas pratiquée simplement parce que l'on a besoin du jeu, mais on donne des objectifs. On objective en fait la compétition démocratique et électorale. On ne ravive pas la rivalité, mais on fait en sorte que la compétition, par exemple démocratique électorale, privilégie les objectifs d'unité nationale, de mise à contribution de toutes les énergies. Ça, on potentialise en fait la nation. Cette thèse est loin de faire l'unanimité dans la classe politique congolaise. La coalition pour la tenue d'un vrai dialogue, pilotée par l'UNC de Vital Kamerhe, estime que les concertations du Palais du Peuple est une distraction pour prolonger le mandat de Joseph Kabila. Jean-Bertrand Ewanga est convaincu que les vraies concertations nationales ne peuvent avoir lieu sans l'implication des leaders charismatiques comme Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe ainsi que le cardinal Mosengo. Beaucoup de gens préfèrent être ministres, beaucoup de gens veulent occuper des fonctions, mais à l'indifférence de la misère de notre peuple. Ils ne se préoccupent pas du peuple. En tout cas pour l'INC, il n'y a pas de démocratie consensuelle. La Constitution est claire. Le président Kabila continue dans le cadre de la Constitution jusqu'au 19 décembre 2016 et on organise les élections et c'est ces élections qui vont doter le pays. Un groupe d'individus, fils-ils charismatiques, ne peuvent pas prendre tout un pays en otage. L'Union fait la force du Congo, prévient le professeur Bioya, membre du secrétariat technique de concertation nationale. Si on a un politicien congolais qui veut que le secrétaire général des Nations Unies prenne la place du président de la République, tu vois, lui-même il s'est mis à l'écart. Il n'est ni nationaliste ni patriote. Ce que je leur demande, des IDPS et INC, c'est de comprendre que les temps sont en train de changer et qu'ils doivent les choses changer. Qu'ils se préparent à mener autrement leur combat politique par rapport en fait à la nouvelle donne. Quoi qu'il en soit, les Congolais doivent s'attendre à de grandes surprises. La majorité, l'opposition ainsi que la société civile unis pour gérer le pays. Voilà la nouvelle donne politique que s'apprête à vivre après la douloureuse et triste expérience de 1+4. Au Congo, disent les hommes avertis, tout est possible, l'essentiel, c'est le pouvoir. Parlons économie à présent. La Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des migrations convolent en juste noces. Ces deux services de l'État viennent de signer un protocole d'accord pour lutter contre les tentatives de fraude des marchandises prohibées aux frontières du pays. La signature de ce document a eu lieu ce mardi au siège de la DGDA. Les détails avec Sylvain Galula et Fiston Bouini. La Direction générale des douanes et accises et la DGM acceptent de collaborer pour combattre la fraude et les blanchiments des capitaux aux frontières. Ces protocoles d'accord obligent la Direction générale des migrations à fournir des informations sur les tentatives frauduleuses des marchandises prohibées dans toutes les frontières du pays. La DGDA dit profiter du grand réseau de la DGM pour combattre l'évasion fiscale à l'importation. Ici, nous avons décidé de signer ce protocole d'accord de collaboration avec la DGM. D'abord parce que c'est un des services qui est autorisé à opérer aux frontières avec la DGDA, l'OCC, l'hygiène et d'autres. Donc la DGM peut aider la douane à démasquer des personnes, des individus nationaux ou étrangers qui sont suspectés d'exercer des activités criminelles. La DGM a des contacts avec l'Interpol, donc de ce côté-là, il peut nous fournir des informations, des renseignements qui peuvent nous être utiles. De son côté, le responsable de la DGM s'engage à renforcer cette collaboration pour changer l'image du pays et contribuer à la maximisation des recettes publiques. Nous créons un mécanisme, celui que nous venons de mettre en place, pour échanger certaines informations. Et la DGDA comme la DGM, comme je l'ai dit, tous services chargés de l'application de la loi sauront comment ils vont gérer
ce genre de renseignements, ce genre de données qu'on ne met pas à la place publique. Les textes que les deux responsables de ces deux services de l'État endossent prévoient une formation à l'intention du personnel qui sera affecté à cette tâche. Les travaux du Forum économique sur le Congo ont débuté ce mardi au CEPAS. Ces assises, appuyées financièrement par la SONAS et qui en sont à leur deuxième édition, se penchent sur le climat des affaires et les opportunités d'investissement que présente notre pays. Et à travers elles, l'IEBF entend servir de courroie de transmission entre les pouvoirs publics et les investisseurs en matière de communication sur des questions économiques. Doudou Ndombe et Dieu merci Suka étaient présents à l'ouverture. Des brillants exposés sur des thèmes d'actualité du secteur économique, de quoi captiver l'attention des invités à cette grande rencontre. Le ministère de l'économie, les conseils supérieurs de l'audiovisuel congolais et d'autres intervenants ont chacun selon son domaine apporté leur touche à ces travaux qui recrutent les rouages de l'économie congolaise. Carmel Placide Kanza, président du Forum économique du Congo, entend constituer une banque de données en matière de communication sur des questions économiques. En fait, l'idée de l'IBF, Investment Economic Business Forum, est de soutenir le gouvernement congolais dans sa démarche de processus de développement économique du pays. Et nous voulons également jouer un rôle de second plan, être un outil sur lequel le gouvernement va désormais s'appuyer, dans ce sens que nous allons servir de cadre pour collecter des données à travers des échanges entre experts de secteurs économiques et les dirigeants. Après cette rencontre, nous allons soumettre un cahier des charges qui reprend les recommandations, par exemple, du forum que nous organisons aujourd'hui. Plusieurs progrès ont été enregistrés dans le domaine économique, reconnaît les conseillers du ministère de l'économie qui ne manquent pas de féliciter les organisateurs. Je salue l'initiative de ce forum, l'ONG qui a en tout cas réfléchi dans ce sens-là. Donc vous avez vraiment le soutien du gouvernement. N'eût été ce soutien, je ne saurais pas être là. Le ministre de l'économie et commerce, soucié de promouvoir les organisations non gouvernementales et autres, m'a dépêché pour que je puisse venir m'entretenir avec vous. Et donc vous avez tous les soutiens du gouvernement quant à ça. La deuxième édition du Forum économique aura vécu. Le Forum a bénéficié de l'appui financier de la SONAS. Ses travaux se clôturent ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. Les habitants des communes de Bandalungwa, Bumbu, Selembao et autres qui passent par le pont Bassoko peuvent reprendre leur itinéraire en toute quiétude. Ce pont défectueux, totalement réhabilité, a été inauguré ce mardi et rouvert à la circulation par le gouverneur de la ville au grand bonheur des usagers de cette route. Nadine Maïfiloa et Baby Malobo. Câbles ont pris 2 mois et demi. En ces moments où l'entrepreneur remet l'ouvrage à la ville, la satisfaction est lisible sur le visage. Députés, tant nationaux que provinciaux, et les bourgmestres des communes de Bandalungwa, Kalamu et Ngiringiri sont tous là. Personne n'a voulu louper cette journée qui restera mémorable. Un beau monde qui n'a pas manqué d'attirer des foules. Les DG de l'OVD a des raisons de se réjouir car la passerelle a été construite selon les normes. Il exhorte la population à en faire bon usage. Contente de cette réalisation, les personnes trouvées sur les lieux ne manquent pas de saluer à sa juste valeur la beauté de l'ouvrage. Ça fait très longtemps qu'on s'inquiétait de l'état de l'ancien pont là. Maintenant que tout est refait, nous sommes vraiment aux anges. Vraiment, nous sommes très contents et nous saluons ces gestes qu'a fait le gouvernement provincial avec le gouvernement central. Maître du chantier qui voulait jarrer se souvient encore des temps difficiles que lui et ses collègues ont passés en ces lieux. Nous avons eu d'énormes difficultés à l'arrivée de la période de pluie. La première pluie, la deuxième pluie nous a trouvés en pleine activité. Il y avait le coffrage, il y a eu plein d'immondices qui ont bloqué pratiquement le coulement des eaux. Et ça avait stoppé les travaux pendant 3 jours. On a essayé de nettoyer et nous avons repris. C'est l'unique difficulté qu'on a rencontrée. Après 54 ans d'existence, ce pont vient d'être remis selon les nouvelles normes architecturales modernes.
Le drapeau du Parti pour l'Action flottera désormais dans la cité de Kwilungongo, dans la province du Bas-Congo. C'est ce qui justifie la descente du secrétaire national de cette formation politique dans cette partie du pays. Dans son adresse, ce dernier exhorte les jeunes à adhérer au parti. Il a assisté sur place à une rencontre sportive organisée par la base locale du PA Kwilungongo. Sylvie Galula. Le Parti pour l'Action s'étend et se déploie à travers le pays. Engagé depuis plusieurs mois dans une tournée d'implantation de cette formation politique, le secrétaire national du PA a enfin installé un bureau de son parti à Kwilungongo. Dans ses différentes adresses, l'homme exhorte les jeunes à adhérer massivement au Parti pour l'Action pour soutenir les actions de son président national Trifonkike Mulumba. Nous sommes derrière la jeunesse, soutenir la jeunesse pour l'intégrer dans la société. C'est-à-dire nous voulons faire de l'intégration sociale à travers le sport. Nous avons un programme bien défini pour le sport avec la jeunesse. Nous avons essayé de le faire avec la jeunesse. Et vous avez vu ce qui se passe. Nous allons continuer dans d'autres provinces. Nous allons continuer à Kinshasa. Nous pensons que tout le monde sera avec nous. En fait, nous sommes là pour concrétiser la révolution de la modernité du président de la République. Pour joindre l'utile à l'agréable, les responsables de ces partis ont organisé une rencontre sportive qui oppose des équipes de la place. Nous sommes contents de ces gestes posés par le Parti pour l'Action qui a accepté de financer cette rencontre sportive. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance des familles au point de faire adhérer plusieurs personnes vivant dans cette cité, dans cette formation politique membre de la majorité présidentielle. À présent, la ronde des journaux parus ce matin dans la capitale avec Jémi Mamogo. La fin des pourparlers de Kampala et la tenue du congrès ce mercredi dominent encore l'actualité de ce mardi. Entre Kinshasa et le M23, les négociations sont en panne à Kampala, écrit le Phare en manchette. Selon le tabloïd, 2 points seraient à la base de la suspension des travaux. À en croire des sources dignes de foi, renchérit le confrère, il s'agit de la question de l'amnistie et celle relative à la cession d'une portion du territoire congolais à cette force dite négative pour qu'elle y exerce son autorité administrative et politique, conclut le journal. Blocage à Kampala, menace sur la MONUSCO, le M23 déclare la guerre au FRDC et à la brigade internationale, rapporte le potentiel. Les volets politiques et diplomatiques ayant clairement montré leurs limites, l'option militaire prend les dessus. Le quotidien confirme que les pourparlers de Kampala ont une fois de plus fait flot. L'espoir d'un ultime accord entre le M23 et Kinshasa s'effrite davantage. Désormais, tous les ingrédients sont réunis pour la relance des hostilités. Et le M23 ne s'en cache plus en toison aussi bien les FRDC que la brigade spéciale d'intervention. Restons toujours dans le potentiel, mais cette fois pour parler du congrès qui doit se tenir dans les heures qui suivent ici à Kinshasa. À ce sujet, le tabloïd note qu'à quelques heures de cette rencontre, le chef de l'État a convoqué en urgence le Conseil des ministres ce mardi. Évidemment, vous comprendrez que cet article a été publié bien avant le Conseil des ministres. Outre les matières inscrites à l'ordre du jour, Joseph Kabila devrait faire une importante communication à l'intention de l'équipe gouvernementale. Et cette importante communication a fait jaser plus d'un Congolais. Loin des agitations injustifiées autour de l'adresse du chef de l'État, Matata poursuit sans désemparer ses travaux d'Hercule, rapporte l'Observateur. Le chef de l'État parle ce mercredi, alors qu'il s'agit là d'un exercice auquel il a déjà habitué ses compatriotes, surtout qu'il est constitutionnel. L'adresse de demain a une autre dimension, celle qui est imprimée par une frange de la classe politique qui s'attend à un chambardement, particulièrement le bouleversement de l'architecture gouvernementale, comme si le problème de la RDC était vraiment aujourd'hui celui du gouvernement. Eh bien, Bijumboui, c'est tout pour ce soir. Voilà, merci Jemima pour cette ronde des journaux et c'est la fin du journal. Merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.